Le soleil de septembre entrait par les fenêtres de l'hôtel particulier des Beaumont, dans le quartier huppé de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, illuminant les sols en marbre italien que Laetitia venait de polir pour la 3e fois ce matin-là. Ses genoux lui faisaient mal, ses mains étaient rêches à cause du produit de nettoyage, mais elle ne pouvait pas montrer sa fatigue. Elle ne pouvait pas attirer l'attention. Elle ne pouvait pas être remarquée. À 23 ans, Laetitia reconnaissait à peine la femme qu'elle voyait dans le reflet des fenêtres. Ses cheveux châtains foncés, autrefois blonds et soyeux, tombaient lourdement sur ses épaules. Les simples vêtements de domestique remplaçaient les tailleurs élégants qu'elle portait lorsqu'elle travaillait comme assistante de direction. Des cernes profonds marquaient son visage, fruit de nuits sans sommeil depuis 8 mois. 8 mois. C'était le temps écoulé depuis qu'elle avait obtenu ce poste dans cette maison. 8 mois depuis qu'elle était revenue à Paris avec une fausse identité, des papiers achetés à un intermédiaire corrompu et un plan désespéré qui frisait la folie. 8 mois à vivre un mensonge qui la consumait de l'intérieur, mais qui était sa seule chance de donner à ses enfants ce qu'ils méritaient. Elle jeta un regard discret vers le haut de l'escalier qui menait au premier étage. Là, tout au bout du couloir, une porte discrète donnait accès au grenier. Son cœur se serra, comme il se serrait toujours quand elle pensait à eux. Michel et Sophie, ses bébés, ses jumeaux de 8 mois qui, à ce moment précis, étaient là-haut, cachés parmi de vieilles boîtes et des meubles recouverts, dans le seul endroit de l'immense demeure où personne d'autre n'allait. Le bruit de talons hauts sur le sol en marbre la ramena brusquement à la réalité. Laetitia baissa la tête et continua de passer son chiffon sur la même fenêtre déjà impeccable, essayant de se rendre invisible comme elle le faisait toujours lorsque Valentina apparaissait. Valentina Beaumont, la nouvelle maîtresse de maison, descendait les escaliers avec l'élégance calculée de quelqu'un qui se savait observer. À 32 ans, elle était tout ce que Laetitia n'était plus. Impeccable, confiante, puissante. Ses cheveux noirs et lisses tombaient parfaitement sur ses épaules nues. Sa robe de créateur épousait chaque courbe de son corps sculptural, et ses yeux couleur de miel brillaient d'une froideur que Laetitia avait appris à craindre. Valentina avait épousé Robert, Beaumont il y a seulement 4 mois, mais elle commandait déjà la maison comme une reine dans son château. Rien n'échappait à son regard vigilant, aucun détail n'était trop petit pour son attention. Et dernièrement, Laetitia sentait que ses yeux dorés l'observaient avec une curiosité dangereuse. « Madame Valentina », salua Laetitia à voix basse, en gardant les yeux fixés au sol. Valentina s'arrêta et l'examina de haut en bas avec ce regard perçant qui donnait à Laetitia l'impression d'être nue, exposée. Pendant un terrible instant, Laetitia pensa qu'elle savait, que d'une manière ou d'une autre, elle avait tout découvert. « Vous êtes ici depuis combien de temps déjà ?» dit Valentina en tapotant ses ongles parfaitement manucurés de rouge sur la rampe. « 8 mois, madame. 8 mois, répéta Valentina, comme si elle savourait les mots. Et toujours si dévouée. Vous ne prenez jamais de jours de congé. Vous ne sortez jamais voir des amis. Vous ne vivez que pour le travail. Ne trouvez-vous pas cela étrange pour une jeune femme de votre âge? J'ai besoin de l'argent, madame. J'envoie tout à ma famille en province, mentit Laetitia utilisant l'histoire, qu'elle avait répétée 1000 fois. Valentina sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Quelle dévotion! Mon mari est en voyage jusqu'à demain. Aujourd'hui, vous pouvez partir plus tôt si vous voulez. Laetitia sentit la panique lui nouer la gorge. Partir plus tôt signifiait laisser les bébés seuls plus longtemps. Cela signifiait ne pas pouvoir monter les allaités comme elle le faisait chaque fois que la maison était vide. « Ce n'est pas nécessaire, madame. J'ai beaucoup de travail à faire. »« J'insiste, » dit Valentina, et son ton ne laissait aucune place à la discussion. « À 17 heures, vous êtes libérée. » Avant que Laetitia ne puisse répondre, Valentina s'éloignait déjà en direction du salon, où sa femme de chambre personnelle, Martine, l'attendait avec un plateau de café. Laetitia resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre, l'esprit en ébullition. Quelque chose n'allait pas. Valentina n'avait jamais été gentille avec elle, n'avait jamais montré la moindre considération. Pourquoi maintenant? Les heures s'écoulèrent de manière torturante. Laetitia nettoya, organisa, repassa, mais son esprit était dans le grenier. Michel avait un peu toussé la nuit précédente. Et si c'était grave? Et s'il
avait besoin d'elle. Sophie commençait à ramper, et le grenier n'était pas sûr pour cela. Et si elle tombait de l'escalier improvisé que Laetitia avait fabriqué avec des boîtes? Lorsque l'horloge sonna enfin 17 heures, Laetitia était à bout de nerfs. Elle rangea le matériel de nettoyage plus vite qu'elle n'aurait dû, prit son vieux sac et se dirigea vers la sortie du personnel. « Vous partez vraiment ?» entendit-elle la voix de Martine derrière elle. Laetitia se retourna. La femme de chambre de Valentina avait une quarantaine d'années et avait toujours été neutre dans ses interactions avec Laetitia. Ni amicale ni hostile, juste indifférente. « Madame Valentina m'a libérée », répondit Laetitia en essayant de garder une voix ferme. Martine la regarda longuement, et Laetitia aurait juré voir une lueur de quelque chose dans les yeux de la femme. De la pitié, peut-être, ou un avertissement. « Alors allez-y », dit finalement Martine, « et que Dieu vous protège. » Laetitia sortit par la porte de service, mais elle ne partit pas. Comment le pourrait-elle? Au lieu de cela, elle fit le tour de la propriété, passant par les jardins parfaitement entretenus, et se cacha derrière les arbres qui bordaient les hauts murs de la demeure. De là, elle avait une vue partielle du premier étage. Elle attendit 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et puis, elle vit Valentina montant les escaliers, suivie de Martine. Les deux femmes se dirigeant vers le fond du couloir, vers la porte du grenier. Le sang de Laetitia se glaça dans ses veines. Non, 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 non. Elle vit Valentina ouvrir la porte du grenier. Elle vit les deux femmes disparaître en haut de l'escalier. Ses bébés étaient là, seuls, vulnérables, et maintenant découverts. Laetitia ne réfléchit pas. Elle courut vers l'entrée du personnel. Son esprit un tourbillon de panique. Elle devait les atteindre. Elle devait les protéger. Elle devait expliquer. Elle entra par la cuisine, traversa le couloir de service et commença à monter l'escalier de marbre, abandonnant toute prétention d'être juste une employée discrète. Ses pas résonnaient dans la demeure vide, tandis qu'elle courait, le cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Lorsqu'elle arriva au premier étage, elle entendit un pleur, le pleur reconnaissable de Michel. Laetitia traversa le couloir en courant et trouva la porte du grenier grande ouverte. Elle monta les marches, 4 à 4, sans se soucier du bruit. Et puis elle s'arrêta. Valentina était là au milieu du grenier poussiéreux, avec Sophie dans ses bras. Le bébé pleurait désespérément, se débattant dans les bras de l'étrangère. Martine était à côté, tenant Michel, qui hurlait également. Mais c'était le regard de Valentina qui figea Laetitia sur place. Ce n'était pas de la surprise, ni du choc, c'était du pur calcul. « C'est donc ici que tu te caches », dit Valentina, sa voix étrangement calme. « Ou plutôt, c'est ici que tu les caches. » Valentina tourna Sophie vers la lumière, qui entrait par la petite lucarne du grenier. Les yeux du bébé, d'un vert bleuté et expressif, brillaient de larmes. « Ses yeux, » murmura Valentina. « Je connais ses yeux. Ce sont les yeux de mon mari. » Le monde de Laetitia s'effondra. « Rends-les-moi, » murmura Laetitia, sa voix défaillante. « S'il te plaît. » Valentina sourit, et ce fut le sourire le plus cruel que Laetitia ait jamais vu. « Oh, ma chère, nous devons parler. Nous avons beaucoup de choses à nous dire sur qui tu es vraiment et sur ce que ces bébés signifient pour l'avenir de cette famille. » Laetitia fit un pas en avant, mais Martine lui bloqua le chemin. Valentina berça doucement Sophie, et pendant un instant terrible, Laetitia vit toute sa vie, tout son sacrifice, tout son espoir, lui glisser entre les doigts comme du sable. « Descendons, » dit Valentina. « Tu vas tout me raconter, chaque détail, et ensuite, nous déciderons ensemble quoi faire de cette situation délicate. » Et tandis qu'elles descendèrent les escaliers du grenier, Laetitia, forcée de suivre derrière pendant que cette femme portait ses enfants, elle sut que plus rien ne serait jamais comme avant. Le secret qu'elle avait gardé pendant 8 mois venait d'être découvert par la personne la plus dangereuse possible. Valentina conduisit Laetitia jusqu'au bureau du rez-de-chaussée, une pièce lambrissée de bois noble où Robert Beaumont avait l'habitude de conclure ses affaires millionnaires. L'ironie n'échappa pas à Laetitia. Là, entourée des trophées et des réussites de l'homme qu'elle aimait, elle allait être jugée par la femme qui occupait la place qui aurait dû être la sienne. « Asseyez-vous », ordonna Valentina en désignant un fauteuil en cuir en face du bureau imposant. Laetitia obéit, les yeux fixés sur Michel et Sophie, que
Martine tenait toujours. Les bébés avaient cessé de pleurer, mais ils étaient visiblement effrayés, leurs petits yeux écarquillés, cherchant leur mère. « Martine, emmène-les au salon et assure-toi qu'ils soient à l'aise, » instruisit Valentina. « Et ne laisse personne entrer ou sortir de cette aile de la maison. »« Non, » implora Laetitia, se levant à moitié de son fauteuil. « S'il vous plaît, ils ont besoin de moi. Ils ne vous connaissent pas, ils vont avoir peur. » Valentina la repoussa sur le fauteuil avec une force surprenante. « Ils survivront quelques minutes loin de toi. Après, tout, ils ont survécu cachés dans un grenier poussiéreux pendant des mois, n'est-ce pas? Un salon confortable sera un luxe en comparaison. » Martine sortit avec les jumeaux, refermant la porte derrière elle. Le silence qui s'ensuivit était oppressant, seulement rompu par le tic-tac de la vieille horloge murale. Valentina se dirigea vers le bureau et s'assit dans le fauteuil de Robert, une position de pouvoir délibérée. Elle croisa les jambes et étudia Laetitia avec la même intensité qu'un prédateur étudie sa proie. « Alors commençons par le commencement, » dit Valentina, sa voix douce mais pleine de menaces. « À qui es-tu vraiment » Laetitia déglutit. Il n'y avait plus moyen de se cacher, plus moyen de mentir. « Mon vrai nom est Laetitia Fernandez. J'ai travaillé ici il y a 2 ans. J'étais l'assistante de direction de M. Beaumont. » Valentina inclina la tête, ses yeux brillants de compréhension. L'assistante qui a disparu. Bien sûr, Robert a mentionné une fois qu'il avait eu une assistante exceptionnelle qui était partie sans préavis. Il semblait contrarié quand le sujet a été abordé. Maintenant, je comprends pourquoi. Laetitia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle les retint. Elle devait être forte. Pour ses enfants, elle devait être forte. Il ne savait pas que j'étais enceinte quand je suis partie. « Mais toi, tu le savais, » dit Valentina. « Ce n'était pas une question. Et pourtant, tu es partie. Pourquoi ?»« Parce que sa première femme a découvert notre liaison, » expliqua Laetitia, les mots sortant dans un flot désespéré. « Elle m'a convoqué dans son bureau. Elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle détruirait Robert financièrement, qu'elle lui prendrait tout, qu'elle ruinerait l'entreprise. Je ne savais pas quoi faire. »« Et Robert ?» questionna Valentina. « Il t'a défendu ?» Laetitia ferma les yeux, la douleur de se souvenir encore vive, même après tout ce temps. Il a paniqué. Quand sa femme a menacé de détruire tout ce qu'il avait construit, il m'a offert de l'argent pour disparaître. Beaucoup d'argent. Assez pour recommencer ailleurs, avoir le bébé loin d'ici et ne jamais revenir. « Alors tu as accepté l'argent et tu as fui, » conclut Valentina. « Mais ce n'était pas un bébé, c'était 2. » Laetitia ouvrit les yeux et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. « J'ai découvert que c'était des jumeaux seulement après être parti. Je suis allé à Lyon, je pensais que j'y serais en sécurité. Mais les bébés sont nés prématurément, à seulement 7 mois. Ils étaient si petits, si fragiles. Michel avait des problèmes respiratoires. Sophie n'arrivait pas à téter correctement. Ils sont restés en unité de soins intensifs néonatales pendant des semaines. » La voix de Laetitia se brisa, mais elle continua. Il fallait que Valentina comprenne. L'argent que Robert m'avait donné s'est épuisé. Les traitements étaient chers. Je n'avais pas de famille pour m'aider. Je n'avais personne. J'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai accepté n'importe quel travail, mais ce n'était pas suffisant. Quand les bébés ont enfin pu sortir de l'hôpital, je n'avais plus rien. Pas un centime. Nulle part où aller. « Et tu as décidé de revenir ici, » dit Valentina se penchant en avant. « Déguisée, cachée, vivant dans le grenier de la maison du père de tes enfants, tout en travaillant comme domestique. »« Je n'avais pas le choix, » murmura Laetitia. « Ils avaient besoin d'un toit sur leur tête. Ils avaient besoin de nourriture. Et j'avais besoin d'être près de leur père, même s'ils ne savaient pas qu'ils existaient. C'était ma seule chance de leur donner ce qu'ils méritaient. » Valentina se renversa dans son fauteuil, un lent sourire se dessinant sur son visage. Mais ce n'était pas un sourire de sympathie ou de compréhension, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de trouver quelque chose de précieux. « Tu sais ce que je vois ici, Laetitia? Je vois une opportunité très intéressante. » Laetitia sentit un frisson lui parcourir l'échine. « De quoi parlez-vous » Valentina se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins à l'extérieur. Robert est un homme riche, très riche. Quand nous nous sommes mariés, je pensais avoir assuré mon avenir. Mais il y a un problème.
Son testament laisse la majeure partie de sa fortune à des œuvres de charité et l'entreprise au conseil d'administration. À moi, il ne laisse qu'un petit pourcentage. Il dit que c'est pour me protéger des profiteurs. Elle se retourna, ses yeux brillants d'une intensité dangereuse. Mais maintenant, voilà 2 héritiers légitimes. 2 bébés avec le sang des Beaumont. Ça change tout. Laetitia sentit son estomac se nouer. Non, vous n'allez pas utiliser mes enfants pour vos jeux. Valentina rit un son sans humour. Ma chère, tu n'es pas en position de dicter les termes. Tu vis illégalement dans cette maison avec 2 enfants cachés. Tu as utilisé de faux papiers pour obtenir un emploi. Tu as envahi la propriété privée d'un homme puissant. Un seul mot de ma part et tu perds la garde de ces bébés. Non, cria Laetitia en se levant. Vous ne pouvez pas faire ça. Je le peux et je le ferai à moins que tu ne coopères avec moi, dit froidement Valentina. Voici ce qui va se passer. Tu vas te taire sur l'existence de ces enfants pour le moment. Tu vas continuer à te cacher dans le grenier, en t'occupant d'eux en silence. Pendant ce temps, je vais travailler à transférer certains actifs à mon nom. Quand j'aurai ce dont j'ai besoin, alors, et seulement alors, nous révélerons les bébés à Robert. Et si je refuse ? Défia Laetitia, bien qu'elle sût qu'elle n'avait aucun pouvoir dans cette situation. Alors je raconte à Robert que tu as envahi sa maison avec des bébés que tu prétends être de lui, sans aucune preuve. Je lui raconte que tu es une ancienne employée instable qui a été payée pour disparaître et qui est revenue pour l'extorquer. Et je te garantis que tu ne t'approcheras plus jamais de ses enfants. Laetitia retomba sur le fauteuil, vaincue. Valentina avait tous les atouts. Elle était piégée. « S'il vous plaît, murmura Laetitia, ce ne sont que des bébés. Ils n'y sont pour rien. Et c'est exactement pour ça que tu vas coopérer, dit Valentina en se rasseyant. Parce que tu tiens à eux. Parce que tu ferais n'importe quoi pour eux. Valentina ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un téléphone portable. Maintenant, tu vas retourner au grenier avec tes bébés. Tu vas continuer ta routine normale. Et tu attendras que je te dise qu'il est temps de révéler la vérité. Compris ? Laetitia hocha lentement la tête, sans force pour se battre. Mais Valentina n'avait pas terminé. Juste pour garantir ta coopération, je pense qu'il est préférable que toi et les enfants restiez dans un endroit plus contrôlé pour aujourd'hui. Martine. La porte s'ouvrit et Martine entra tenant toujours les jumeaux. Emmène mademoiselle Laetitia et les enfants dans les toilettes de service. Verrouille la porte. Elles y passeront la nuit, ordonna Valentina. Quoi ? Laetitia se leva d'un bond. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je le peux et je le ferai. Considérez cela comme une démonstration de mon pouvoir ici, et un temps pour que tu réfléchisses bien à tes choix. Martine hésita un instant, son visage montrant un malaise. Madame Valentina, ce sont des bébés. Peut-être que le grenier est mieux. Tu me remets en question, Martine ? La voix de Valentina était glaciale. Non, madame, répondit rapidement Martine en baissant les yeux. Alors fais ce que j'ai dit. Laetitia tenta de courir vers ses enfants, mais Valentina l'attrapa par le bras avec force. Tu vas coopérer, ou les conséquences seront pires. Ce n'est qu'une nuit, une seule nuit, pour que tu comprennes qui commande ici. Laetitia fut poussée hors du bureau, suivant Martine dans les couloirs jusqu'aux petites toilettes de service au fond de la demeure. C'était un espace minuscule, avec juste des toilettes, un lavabo et une petite fenêtre trop haute pour être atteinte. Martine tendit les bébés à Laetitia en évitant son regard. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, avant de fermer la porte. Le son de la clé tournant dans la serrure résonna comme une sentence. Assise sur le sol froid des toilettes de service, avec Michel et Sophie enfin endormis dans ses bras, Laetitia laissa son esprit vagabonder vers le passé, vers une époque où elle était une autre personne, vers une époque où elle croyait encore aux fins heureuses. 2 ans et demi plus tôt, elle n'avait que 21 ans lorsqu'elle était entrée pour la première fois chez Beaumont Immobilier. Fraîchement diplômée en gestion, elle avait obtenu le poste d'assistante de direction grâce à une recommandation de son professeur d'université. Elle était jeune, ambitieuse et complètement passionnée par l'opportunité de travailler dans l'une des plus grandes entreprises de construction de France. Robert Beaumont avait alors 50 ans, mais il en paraissait moins. Grand, les épaules larges, les cheveux grisonnants impeccablement coiffés, il avait la prestance de quelqu'un habitué à commander. Ses yeux d'un vert bleuté étaient perçants, intelligents, et voyaient à travers les gens avec une précision déconcertante. Au début,
Tout était purement professionnel. Laetitia arrivait tôt, organisait son agenda, préparait des présentations, assistait aux réunions. Elle était efficace, dévouée, et Robert commença bientôt à lui confier des informations confidentielles, des décisions importantes. Les heures supplémentaires devinrent une routine. Souvent, ils n'étaient plus que tous les deux au bureau, après le départ de tout le monde. Les conversations sur les affaires se transformaient progressivement en conversations sur la vie. Robert parlait de la façon dont il avait bâti son empire à partir de rien, des sacrifices qu'il avait faits, de la solitude qu'il ressentait parfois même entouré de gens. Laetitia n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui, quelqu'un de si brillant, de si passionné par ce qu'il faisait, mais en même temps si humain dans ses vulnérabilités. Et Robert, de son côté, semblait trouver en elle quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, une connexion authentique, quelqu'un qui le voyait non seulement comme le puissant homme d'affaires, mais comme l'homme derrière l'Empire. La première femme de Robert, Claudine, était rarement mentionnée. Laetitia savait qu'ils menaient des vies séparées depuis des années. Claudine passait la plupart de son temps à voyager en Europe, tandis que Robert s'enterrait dans le travail. C'était un mariage de convenance mort depuis longtemps, maintenu uniquement pour les apparences et les intérêts financiers partagés. La première fois qu'ils s'embrassèrent, c'était lors d'un voyage d'affaires à Nice. Robert devait conclure un gros contrat pour la construction d'un complexe de luxe sur la Côte d'Azur, et Laetitia l'avait accompagné pour préparer toute la documentation. Après la signature du contrat, ils célébrèrent avec du champagne sur le toit-terrasse de leur hôtel. La vue de la ville illuminée, le champagne, l'euphorie de l'affaire conclue, tout avait conspiré pour ce moment. Quand Robert l'embrassa, Laetitia eut l'impression que le monde entier se réalignait. Elle savait que c'était mal. Il était marié, il était son patron, il avait presque 30 ans de plus qu'elle. Mais rien de tout cela n'importait quand ils étaient ensemble. Les 6 mois suivants, ils vécurent une romance secrète et intense. Robert loua un appartement discret dans le Marais où ils se retrouvaient. Il la couvrait de cadeaux, non seulement des bijoux et des vêtements de luxe, mais des livres qu'il savait qu'elle adorerait, des billets pour des pièces de théâtre, des expériences qui élargissaient son monde. Mais plus que tout cadeau matériel, il lui donnait de l'attention. Il l'écoutait quand elle parlait. Il valorisait ses opinions. Il lui donnait le sentiment d'être spécial, d'être aimé d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Laetitia savait qu'elle vivait dans une bulle qui finirait par éclater. Robert parlait de divorcer de Claudine, de commencer une nouvelle vie, mais il y avait toujours une raison d'attendre encore un peu. Une autre affaire à conclure, un autre moment plus opportun. Puis vint le jour où Laetitia découvrit qu'elle était enceinte. Elle se souvenait d'être dans la salle de bain de son petit studio, regardant le test de grossesse les mains tremblantes. La peur et la joie se mêlaient à parts égales. Comment Robert réagirait-il? Qu'est-ce que cela signifierait pour eux, pour l'avenir dont elle rêvait secrètement avec lui? Elle décida de le lui dire le soir même, dans l'appartement du Marais. Robert arriva tard, sortant directement d'une réunion importante. Il était tendu, distrait, et quand Laetitia rassembla enfin son courage pour prononcer les mots, il resta complètement immobile. « Enceinte », répéta-t-il, comme si le mot venait d'une langue étrangère. « Oui », dit-elle, essayant de déchiffrer son expression. « Robert, je sais que nous n'avions pas prévu ça, mais peut-être que c'est un signe. Peut-être qu'il est temps que tu te libères enfin de ce mariage et que nous commencions notre vie ensemble. » Robert passa les mains dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de stress extrême. « Laetitia, tu ne comprends pas. Claudine a autant de pouvoir sur moi que j'en ai sur elle. Nos biens sont tous entremêlés. Si elle découvre pour toi, pour un bébé, elle va tout détruire. Elle peut le faire, et elle le fera. Alors qu'est-ce qu'on fait ici, Robert ?» Laetitia sentit les larmes lui brûler les yeux. « Que suis-je pour toi? Juste une distraction? » Non, il la prit dans ses bras. « Tu es tout pour moi, je t'aime. Mais j'ai besoin de temps pour régler ça de la bonne manière. » Mais le temps s'écoula plus vite qu'aucun d'eux n'aurait pu le prévoir. 3 jours plus tard, Laetitia fut convoquée au bureau de Claudine, situé dans le même immeuble que l'entreprise. La femme était assise derrière un bureau, en verre, ses yeux froids fixés sur Laetitia comme si elle était un insecte à écraser. « Mademoiselle Fernandez, » dit Claudine avec un calme terrifiant, « soyons directs. Je sais pour vous et mon mari.
Je sais pour le bébé. Et je sais que vous êtes assez naïve pour penser qu'il va tout quitter pour être avec vous. » Laetitia tenta de parler, mais Claudine leva la main. « Laissez-moi être clair. Si vous ne disparaissez pas immédiatement, je détruirai Robert. J'ai les contacts, les ressources et la motivation pour ruiner chaque affaire qu'il possède. Je ferai en sorte qu'il perde tout. L'entreprise qu'il a mis 30 ans à construire sera réduite en poussière, et ce sera de votre faute. » À ce moment, Robert entra dans la pièce. Il avait tout entendu depuis le couloir. Laetitia vit sur son visage le conflit, la peur, l'amour, mais par-dessus tout, la panique de perdre son empire. « Robert, s'il te plaît, » implora-t-elle, « ne la laisse pas faire ça. » Mais les mots qu'il prononça ensuite brisèrent quelque chose en elle qui ne serait jamais réparé. « Laetitia, je m'occuperai de toi financièrement. Je m'assurerai que toi et le bébé ayez tout ce dont vous avez besoin. Mais tu dois partir. Tu dois recommencer loin d'ici. » Il avait choisi l'Empire. Il avait choisi les affaires. Il avait tout choisi, sauf elle. 3 jours plus tard, Laetitia avait 100 000 € sur un nouveau compte en banque et un billet de train pour Lyon. Elle quitta Paris sans se retourner, sans laisser d'adresse, sans laisser d'espoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 2 semaines après son départ, Claudine eut un accident. La voiture dans laquelle elle se rendait à un événement caritatif quitta la route dans un virage dangereux. On disait qu'elle avait perdu le contrôle du véhicule. Certains murmuraient que les freins étaient défectueux. Mais le résultat était le même. Claudine était partie et Robert était libre. Libre de chercher Laetitia. Libre d'être le père de son bébé. Libre de reconstruire ce qu'ils avaient. Mais Laetitia avait complètement disparu. Elle avait changé de nom, de ville, de vie. Et Robert, malgré toutes ses ressources et ses relations, ne parvint jamais à la retrouver. À Lyon, la vie de Laetitia se transforma en une lutte quotidienne pour la survie. L'argent de Robert, qui semblait une fortune au début, commença à fondre rapidement avec le loyer, la nourriture, les vêtements de maternité, les consultations prénatales. Quand les bébés naquirent prématurément, tout s'effondra. 70 jours en unité de soins intensifs néonatales. 2 minuscules bébés luttant pour chaque respiration. Des factures qui se comptaient en milliers. Laetitia vendit tout ce qu'elle avait, ses bijoux, ses vêtements, son ordinateur portable. Elle acceptait n'importe quel travail qu'elle pouvait faire pendant que les bébés étaient hospitalisés. Elle faisait des ménages, lavait du linge, faisait des petits boulots dans des snacks. Mais ce n'était pas suffisant. Jamais suffisant. Quand enfin Michel et Sophie purent ressortir de l'hôpital, Laetitia était brisée financièrement et émotionnellement. C'est alors qu'elle prit la décision qui la ramena à Paris, de retour à la demeure de Robert, de retour vers le seul homme qui, même en l'ayant abandonné, était toujours le père de ses enfants et son seul espoir de leur donner un avenir meilleur. Un léger pleur ramena Laetitia au présent. Sophie se réveillait, cherchant du lait. Laetitia l'allaita là, sur le sol des toilettes, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle était revenue pleine d'un espoir secret, l'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, Robert tenait encore à elle, que lorsqu'il découvrirait les bébés, il les accueillerait, qu'il pourrait enfin être une famille. Mais maintenant, enfermé dans ses toilettes minuscules, avec Valentina contrôlant son destin, cet espoir semblait plus lointain que jamais. La nuit tomba sur la demeure des Beaumont, et avec elle une obscurité qui allait au-delà de l'absence de lumière. Laetitia restait assise sur le sol des toilettes de service, les jumeaux dormant d'un sommeil agité à ses côtés, sur un tas improvisé de serviettes. L'espace était claustrophobique, l'air lourd, et chaque minute semblait une éternité. Michel s'était remis à tousser, une toux sèche qui inquiétait profondément Laetitia. Il avait besoin d'air frais, de son nébuliseur qui était caché dans le grenier. Sophie avait de la fièvre, son petit corps trop chaud contre la poitrine de Laetitia. Mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire à part prier et espérer que le matin arrive vite. Elle ne savait pas que le matin arriverait bien plus tôt que prévu, et d'une manière qui changerait tout. Il était presque 22 heures, lorsque Robert Beaumont gara sa Mercedes dans le garage de la demeure. Il revenait d'un voyage d'affaires à Bruxelles, un jour plus tôt que prévu. Les réunions s'étaient terminées plus rapidement, et il avait décidé de rentrer chez lui plutôt que de passer une autre nuit à l'hôtel. Mais la vérité était autre. Robert était fatigué,
pas seulement physiquement, mais existentiellement. À 52 ans, il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, l'argent, le pouvoir, le succès. Et pourtant, il ressentait un vide qui grandissait de jour en jour. Le mariage avec Valentina avait été une erreur. Il le savait maintenant. Elle était belle, sophistiquée, mais il n'y avait pas d'âme derrière ses yeux dorés. Il n'y avait pas la chaleur, la connexion authentique qu'il avait qu'avec Laetitia. Laetitia. Même après 2 ans, elle hantait encore ses pensées. Il l'avait cherchée pendant des mois après le départ de Claudine. Il avait engagé des enquêteurs, suivi chaque piste, mais c'était comme si elle s'était volatilisée. Et quand il avait finalement renoncé à la retrouver, quelque chose en lui était mort aussi. Valentina était apparue 6 mois plus tard. Belle, intéressée, disponible. Robert savait qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Mais il était si fatigué d'être seul, si épuisé par la culpabilité et le remords, qu'il avait accepté l'illusion de compagnie qu'elle offrait. Maintenant, en entrant par la porte principale de la demeure silencieuse, Robert sentait le poids de cette décision. La maison était étrangement calme. Valentina était généralement réveillée à cette heure, regardant ses émissions européennes ou parlant au téléphone avec ses amis. Mais il n'y avait aucun son. Robert monta dans la chambre, s'attendant à la trouver là, mais la chambre était vide. Il enleva sa veste, desserra sa cravate et s'apprêtait à prendre une douche quand il entendit un pleur, faible, étouffé, mais reconnaissable. Le pleur d'un bébé. Robert s'arrêta, attentif. Il connaissait tous les bruits de sa maison, et celui-ci n'en faisait certainement pas partie. Un instant, il pensa qu'il imaginait des choses, la fatigue qui lui jouait des tours. Mais il l'entendit de nouveau, et cette fois, avec le pleur, une voix féminine. Une voix douce, désespérée, essayant de calmer l'enfant. Une voix qui fit s'arrêter son cœur. Ce n'était pas possible. C'était impossible. Robert sortit de la chambre et suivit le son. Il traversa le couloir, descendit les escaliers, passa par la cuisine. Le pleur venait du fond de la maison, de la zone de service. Quand il arriva à la porte des toilettes de service, le pleur était plus fort. Pas seulement un bébé, réalisa-t-il, c'était 2 bébés qui pleurèrent de désespoir. Il essaya d'ouvrir la porte, verrouillée. « Qui est là ?» appela-t-il, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. « Ouvrez cette porte !» Le pleur cessa brusquement. Il y eut un moment de silence tendu, puis il entendit à nouveau la voix. « S'il vous plaît, à l'aide. J'ai besoin d'aide. Mes bébés sont malades. » Robert sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Cette voix. Il connaissait cette voix. Il en avait rêvé pendant 2 ans. « Laetitia, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour être entendu. Il courut vers la cuisine, attrapa le trousseau de clés de rechange qui se trouvait dans un tiroir. Ses mains tremblaient, tandis qu'il essayait clé après clé, jusqu'à ce que finalement, l'une d'elles tourne dans la serrure. Quand il ouvrit la porte, la scène qui s'offrit à lui coupa le souffle. Là, assise sur le sol des toilettes minuscules, se trouvait une femme aux cheveux châtains foncés et en vêtements de domestique. Mais ce ne furent ni les vêtements ni les cheveux qu'il vit, ce furent les yeux. Ces yeux marrons profonds qui l'avaient hypnotisé 2 ans auparavant. Des yeux qu'il n'avait jamais oubliés, et dans ses bras 2 bébés, petits, pleurant, le visage rouge d'inconfort et de fièvre. Robert ne parvenait pas à assimiler ce qu'il voyait. Son cerveau refusait d'accepter la réalité qui se présentait à lui. « Laetitia », réussit-il enfin à dire, la voix rauque d'émotion. Elle le regarda, et dans ce regard il y avait tant de choses. La peur, la honte, l'amour, le désespoir. Tout mélangé dans une expression qui brisa le cœur de Robert en 1000 morceaux. « Bonjour, Robert », dit-elle doucement, comme si 2 ans ne s'étaient pas écoulés, comme si elle n'était pas assise sur le sol des toilettes de sa maison avec 2 bébés dans les bras. Robert s'agenouilla à côté d'elle, ses yeux allant des bébés à elle, puis de nouveau au bébé. « Ce sont... » commença-t-il. Mais il ne put terminer la question. « Tes enfants, » compléta Laetitia, les larmes coulant enfin. « Michel et Sophie, tes enfants, Robert. » Robert regarda les bébés plus attentivement, et alors il vit les yeux. Ces yeux d'un vert bleuté qui le regardaient en retour, les mêmes yeux qu'il voyait dans le miroir chaque jour,
La forme du visage, la ligne du nez, ils étaient de lui, c'étaient ses enfants. « Comment » murmura-t-il. « Quand... Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Mais avant que Laetitia ne puisse répondre, une voix froide s'éleva de la porte derrière eux. « Parce que je lui ai ordonné de ne pas le faire. » Robert se retourna brusquement. Valentina était là, vêtue de son peignoir de soie, un sourire satisfait aux lèvres. Martine se tenait à côté d'elle, les yeux baissés. « Qu'as-tu à voir avec ça ?» Robert se leva, sa voix dangereusement basse. « Tout, mon cher. J'ai découvert ta petite ex-assistante et ses bâtards cachés dans le grenier aujourd'hui. Ce fut très révélateur. » Robert sentit la colère monter comme de la lave dans sa poitrine. « tu savais, et tu l'as enfermée ici. » Elle envahissait notre maison, Robert. Elle vivait dans notre grenier, avec des enfants qu'elle prétend être les tiens. J'ai jugé prudent de la contenir jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. « Nos enfants !» rugit Robert, un son que personne ne lui avait jamais entendu pousser auparavant. « Ce sont mes enfants, mes enfants !» Il se tourna vers Laetitia qui était toujours par terre, serrant les bébés contre sa poitrine. « Raconte-moi tout, » dit-il plus doucement maintenant, « s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. » Et là, dans les toilettes minuscules, avec Valentina observant depuis la porte et Martine témoin de tout, Laetitia raconta. Elle raconta la grossesse, la menace de Claudine, l'argent qu'il lui avait donné pour disparaître. Elle raconta les bébés prématurés, la lutte pour la survie, comment elle avait dépensé jusqu'au dernier centime pour les maintenir en vie. Elle raconta comment elle était revenue à Paris sans nulle part où aller et comment elle avait obtenu le poste de domestique en utilisant un faux nom. Elle raconta les 8 mois passés à vivre dans le grenier, cachée, s'occupant de ses enfants en secret, le voyant tous les jours mais sans pouvoir s'approcher. Et elle raconta la journée d'aujourd'hui. Comment Valentina avait tout découvert et avait décidé de les utiliser comme des pions dans son jeu pour le pouvoir et l'argent. Quand elle eut terminé, Robert avait les larmes aux yeux. Il s'agenouilla de nouveau et, pour la première fois, prit un de ses enfants dans ses bras. Michel, qui avait cessé de pleurer, et regardait maintenant son père avec curiosité. « Je suis désolé, » murmura Robert en regardant Laetitia. « Pour tout, pour t'avoir renvoyé, pour ne pas m'être battu pour toi, pour avoir choisi mon empire au lieu de te choisir, toi et notre fils, nos enfants. » Il regarda Sophie, que Laetitia tenait, et tendit son bras libre. Laetitia hésita juste une seconde, avant de le laisser prendre la petite fille aussi. Robert resta là, à genoux sur le sol froid des toilettes, avec un bébé, dans chaque bras, et pour la première fois en 2 ans, il se sentit complet. Puis il se leva, tenant toujours les jumeaux, et se tourna vers Valentina. « Fais tes valises, » dit-il, sa voix froide comme l'acier. « Tu as 1 heure pour quitter ma maison. »« Tu ne peux pas faire ça, » protesta Valentina, mais il y avait de la peur dans sa voix maintenant. « Nous sommes mariés, et nous allons divorcer. Mes avocats te contacteront demain. Tu signeras ce qu'ils te mettront sous le nez. Ou je m'assurerai que chaque détail sordide de ce que tu as fait aujourd'hui soit exposé publiquement. » Valentina ouvrit la bouche pour argumenter, mais Robert la coupa. « Tu as enfermé la mère de mes enfants et mes bébés dans des toilettes. Tu les as gardés prisonniers. Tu les as utilisés comme des outils dans ton sale jeu pour l'argent. Il n'y a rien que tu puisses dire qui changera cela. » Il regarda Martine. « Appelle la sécurité. Assure-toi que Madame Valentina quitte la propriété dans l'heure. Et merci pour tout, Martine, tu resteras dans la maison. » Martine hocha la tête, soulagée. L'heure suivante passa comme un tourbillon. Valentina cria, menaça, tenta de négocier, mais Robert resta inflexible. 2 agents de sécurité furent appelés et montèrent la garde pendant qu'elle faisait ses valises. Elle essaya d'emporter des bijoux, des robes de créateur, des objets de valeur. Mais Robert n'autorisa que ses vêtements personnels et ses documents. « Je vais t'exposer, » siffla Valentina en étant escortée dehors. « Je vais raconter à toute la presse tes enfants illégitimes, comment ta maîtresse a envahi ta maison. Je vais détruire ta réputation. » Robert la regarda avec un calme qui effraya plus que n'importe quel cri. « Fais ce que tu veux, Valentina. Je me fiche de ce que les gens pensent. J'ai passé 2 ans à vivre un mensonge, marié à quelqu'un que je n'aime pas, essayant de maintenir les apparences. C'est fini. Mes enfants et la femme que j'aime sont tout ce qui compte maintenant. » Les mots frappèrent Laetitia avec force. La femme que j'aime. Même après tout ce temps, même après 2 ans, il l'aimait encore.
Quand Valentina fut enfin partie, sa Mercedes rouge disparaissant par les portes de la demeure, Robert poussa un long soupir tremblant. Il tenait toujours Michel et Sophie, qui s'étaient endormis dans ses bras, épuisés par tant de pleurs. « Nous devons les emmener chez le pédiatre, » dit Laetitia, la voix rauque. « Michel tousse depuis des jours et Sophie a de la fièvre. » Robert acquiesça immédiatement. « Martine, appelle le docteur Henry. Dis-lui que c'est une urgence et que j'ai besoin de lui ici dans 1 heure. Peu importe l'heure. » Pendant que Martine passait l'appel, Robert conduisit Laetitia vers la suite principale, la même qu'il avait partagée avec Valentina jusqu'à ce soir. Laetitia hésita sur le seuil. « Robert, je ne peux. » Pas, c'était sa chambre. Il se tourna pour la regarder, ses yeux brûlants d'intensité. C'était. Maintenant, c'est la nôtre, la tienne et la mienne, notre famille. Tout dans cette maison nous appartient désormais, à nous et à nos enfants. Il déposa délicatement les jumeaux sur l'immense lit king size, les entourant de coussins pour qu'ils ne tombent pas. Puis il se tourna vers Laetitia et, pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvée, la regarda vraiment. Elle était plus mince, le visage plus anguleux, marqué par la fatigue. Ses vêtements de domestique étaient usés, tachés. Ses cheveux teints, en châtain foncé, ne cachèrent pas complètement les mèches blondes aux racines. Et pourtant, pour lui, elle était la plus belle femme du monde. « Tu as teint tes cheveux, » dit-il doucement, tendant la main pour toucher une mèche. Laetitia hocha la tête. « Il fallait que tu ne me reconnaisses pas. Il fallait que je reste près de nos enfants, près de toi, même en cachette. » Robert sentit les larmes lui brûler à nouveau les yeux. « Tu as tellement enduré, seul, et tout était de ma faute. » « Non. » Laetitia secoua la tête. « Nous avons tous les deux fait des erreurs. J'aurais dû me battre davantage. J'aurais dû rester. J'aurais dû te parler des bébés. »« Je t'ai renvoyé, » l'interrompit Robert, sa voix chargée de remords. « Je t'ai payé pour disparaître parce que j'avais peur de perdre mon entreprise. J'ai choisi l'argent plutôt que toi, plutôt que notre fils. Comment peux-tu me pardonner ça ?» Laetitia regarda les bébés endormis sur le lit, puis de nouveau Robert. « Parce que tu ne savais pas qu'ils étaient 2. Parce que tu ne savais pas qu'ils naîtraient prématurément et lutteraient tant pour survivre. Parce que tu ne savais pas que je reviendrais et que je vivrais caché dans ton grenier pendant 8 mois juste pour être près de toi. Et parce que, malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » C'en était trop pour Robert. Il la prit dans ses bras et enfin, après 2 ans de douleur et de solitude, ils s'étreignirent. Robert pleura contre ses cheveux, 2 ans de culpabilité et de regret se déversant en larmes silencieuses. « Je suis désolé, » répétait-il comme un mantra, tellement désolé. « Je sais, » murmurait Laetitia en « Retour, je sais. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la sonnette retentisse, annonçant l'arrivée du docteur Henry, un pédiatre renommé qui soignait l'élite parisienne et était un ami personnel de Robert. Le médecin, un homme de 60 ans aux cheveux entièrement blancs et aux manières douces, examina attentivement les jumeaux. Il posa des questions sur leurs antécédents médicaux, sur l'accouchement prématuré, sur les mois passés en soins intensifs néonatals. Laetitia répondit à tout, montrant les dossiers médicaux qu'elle gardait précieusement dans un classeur qu'elle avait récupéré du grenier. Le docteur Henry étudia chaque document avec une attention croissante. « Ces bébés ont beaucoup souffert, » dit-il finalement. « Mais vous, » il regarda Laetitia, « vous les avez maintenus en vie contre toute attente. La plupart des prématurés avec ces complications ne survivent pas sans des soins hospitaliers intensifs. Le fait qu'ils soient ici, relativement en bonne santé, est un témoignage de votre amour et de votre dévouement. » Il prescrivit des médicaments pour la toux de Michel et pour la fièvre de Sophie, ainsi que des vitamines et des compléments pour les 2. Mais plus que des médicaments, ils ont besoin de stabilité, un foyer sûr, une alimentation adéquate, des soins constants. Ils ont besoin d'une famille. Robert prit la main de Laetitia. « Ils en ont une, » dit-il fermement. « Ils ont une famille maintenant. » Après le départ du médecin, Robert insista pour que Laetitia prenne un bain pendant qu'il restait avec les bébés. Elle résista au début, mais il fut ferme. « Tu t'es occupé d'eux seul pendant des mois. Maintenant, laisse-moi t'aider. Laisse-moi être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Dans la luxueuse salle de bain de la suite, Laetitia laissa enfin la tension de 8
Moi s'échapper. Elle pleura sous la douche chaude, des larmes de soulagement, d'épuisement, de peur, d'espoir, tout se mêlant à l'eau qui lavait des mois de saleté et de désespoir. Quand elle sortit, enveloppée dans un peignoir moelleux, elle trouva Robert assis sur le lit avec Michel et Sophie, un de chaque côté. Il leur chantait doucement une berceuse que Laetitia ne connaissait pas, mais qui semblait douce et réconfortante. Elle s'arrêta sur le seuil, juste pour observer la scène. Son cœur, qui avait été si longtemps oppressé, commençait enfin à se rouvrir. Robert leva les yeux et sourit, un sourire authentique qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Viens, dit-il en tapotant l'espace à côté de Sophie. Nous sommes une famille. Commençons à agir comme telle. » Laetitia les rejoignit sur le lit, et pour la première fois en 2 ans, ils restèrent là ensemble, tous les 4. Une famille enfin complète. Cette nuit-là, Robert ne dormit pas. Il resta éveillé à regarder Laetitia et les bébés dormir, mémorisant chaque détail, chaque respiration, comme s'il avait peur que tout ne soit qu'un rêve et qu'il se réveille à nouveau seul. Quand le soleil commença à se lever, peignant le ciel de Paris de tons orange et rose, Robert fit une promesse silencieuse. Il passerait le reste de sa vie à rattraper le temps perdu. Il serait le père que ses enfants méritaient. Il serait l'homme que Laetitia méritait. Ce matin-là, il passa plusieurs appels. Il annula tous ses engagements professionnels pour le mois suivant. Il convoqua ses avocats et entama les procédures de divorce avec Valentina et de reconnaissance légale de Michel et Sophie comme ses héritiers. Il fit appel à une équipe pour transformer l'une des chambres d'amis en une parfaite chambre de bébé. Mais l'appel le plus important fut pour sa thérapeute, le docteur Renaud, expliquant tout ce qui s'était passé et demandant de l'aide non seulement pour lui, mais aussi pour Laetitia. « Vous avez tous les deux vécu des traumatismes, » dit la thérapeute. « Vous devez traiter cela ensemble, reconstruire la confiance, apprendre à être une famille. Je vous aiderai dans ce voyage. » Dans les jours qui suivirent, la demeure des Beaumont se transforma. La chambre des bébés fut prête avec des berceaux jumeaux, une armoire pleine de vêtements neufs, des jouets éducatifs, tout ce dont Michel et Sophie pouvaient avoir besoin. Robert engagea une infirmière expérimentée pour aider avec les soins nocturnes, non pas pour remplacer Laetitia, mais pour la soutenir. Il insista pour que Laetitia aille chez le médecin pour un bilan de santé complet. Les mois de stress et de privation avaient laissé des traces, et elle devait aussi prendre soin d'elle. Mais plus que les changements physiques, ce furent les changements émotionnels qui comptaient. Robert et Laetitia commencèrent à parler vraiment, non seulement des bébés, mais d'eux, du passé, de la douleur, des regrets. Lors des séances de thérapie, ils apprirent à communiquer à nouveau, à reconstruire la confiance qui avait été brisée. Ce ne fut pas facile. Il y eut des disputes, des larmes, des moments de frustration. Mais à travers tout cela, ils persistèrent, car ils savaient que cela en valait la peine. 3 semaines après la découverte, par une nuit calme après que les jumeaux se furent endormis, Robert emmena Laetitia dans le jardin de la demeure. Les lumières douces illuminèrent les fleurs, et le son d'une fontaine créait une atmosphère magique. Il s'agenouilla devant elle, non pas avec une bague cette fois, mais les mains vides et le cœur ouvert. Robert resta agenouillé dans le jardin, regardant Laetitia avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux de ce moment qui allait changer leur vie pour toujours. La douce brise du soir transportait le parfum des roses qu'il avait lui-même plantées des semaines auparavant, préparant ce moment spécial. « Laetitia Fernandez, commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion, « j'ai tout gâché une fois. J'ai laissé la peur me contrôler. J'ai laissé l'empire que j'avais construit être plus important que l'amour que nous avions. Mais au cours de ces 3 semaines, depuis que je t'ai retrouvé, toi et nos enfants, j'ai appris quelque chose de fondamental. J'ai appris qu'aucune affaire, aucune fortune, aucune réussite professionnelle ne vaut un seul instant avec vous 3. Il marqua une pause, prenant ses mains entre les siennes, sentant comme elles tremblaient légèrement. Chaque matin, je me réveille et je te vois t'occuper de Michel et Sophie avec tant d'amour, tant de dévouement, et je me demande comment j'ai eu la chance de te ravoir dans ma vie. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as survécu seule, tu as maintenu nos enfants en vie contre toute attente, et tu as encore trouvé de la place dans ton cœur pour me pardonner.
Laetitia sentit les larmes commencer à couler sur son visage. « Je n'ai pas de bague maintenant, » continua Robert, « parce que je veux que nous la choisissions ensemble. Je veux que ce soit quelque chose que tu aimes vraiment, pas quelque chose que j'impose. Mais ce que j'ai, c'est mon cœur, ma vie, mon avenir. Et je veux te donner tout cela. Épouse-moi, Laetitia. Non pas parce que j'ai besoin de racheter mes erreurs, mais parce que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver chaque jour. » Laetitia s'agenouilla aussi, se mettant à sa hauteur, ses mains rencontrant les siennes. « Robert, nous avons traversé tant de choses. La douleur, la séparation, le désespoir. Mais nous avons aussi survécu. Et nous avons créé 2 magnifiques miracles ensemble. J'ai aussi fait des erreurs. J'ai fui au lieu de me battre. Je t'ai caché tes enfants pendant des mois. Mais à travers tout cela, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alors oui, je t'épouse. » Ils s'embrassèrent là, dans le jardin illuminé par les étoiles, et c'était comme si les 2 dernières années de douleur se dissolvaient. Ce n'était pas oublié, ça ne le serait jamais, mais cela faisait maintenant partie du voyage qui les avait menés jusqu'ici, plus forts et plus conscients de ce qui comptait vraiment. Quand ils se séparèrent enfin, Robert la releva et la guida vers un banc de pierre sous une pergola couverte de jasmin. « Il y a autre chose que je veux te dire, » murmura-t-il, sortant une enveloppe de sa poche. « J'ai écrit ceci pour toi, pour que tu n'oublies jamais ce que je ressens. » Laetitia ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et lut la lettre à la douce lumière des lanternes du jardin. C'étaient des pages de promesses, de regrets, d'amour déclaré de toutes les manières possibles. Quand elle eut terminé, elle pleurait à nouveau, mais c'étaient des larmes de pur bonheur. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du divorce de Robert et de l'existence de ses enfants jumeaux se répandit dans les cercles sociaux de Paris. Valentina tenta de mettre sa menace à exécution en l'exposant dans les médias, mais les avocats de Robert furent plus rapides. Ils présentèrent des preuves de ses actions la nuit où elle avait enfermé Laetitia et les bébés, et Valentina recula rapidement, acceptant un accord de divorce qui lui donnait bien moins que ce qu'elle espérait, mais qui la maintenait hors de prison. Quant à la société, Robert se moquait des ragots. Il organisa un dîner chez lui, invitant ses partenaires commerciaux et amis les plus proches, et présenta formellement Laetitia et les jumeaux. « Voici Laetitia, la femme que j'aime, et voici mes enfants, Michel et Sophie, » dit-il avec fierté. « Nous sommes une famille, et quiconque a un problème avec ça peut partir maintenant. » Personne ne partit. En fait, beaucoup des invités, en particulier les femmes, furent touchés par cette histoire d'amour et de rédemption. L'une des associées de Robert, Béatrice Moreau, une femme d'affaires prospère de 55 ans, prit Laetitia à part. « Ma chère, » dit-elle avec un sourire chaleureux, « bienvenue de retour dans la vie de Robert. C'était un homme perdu ces dernières années. Maintenant, je vois la lumière revenir dans ses yeux. Vous et ses enfants êtes exactement ce dont il avait besoin. » Tandis que la vie sociale de Robert se stabilisait, il prit également des décisions importantes concernant sa carrière. Il promut sa vice-présidente, Juliette Dubois, au poste de PDG, ne gardant pour lui que le poste de président du conseil, ce qui lui permettait de travailler de chez lui la plupart du temps. « Je veux être présent dans la vie de mes enfants », expliqua-t-il à l'équipe de direction. « J'ai perdu les 8 premiers mois. Je ne perdrai plus rien. » Il transforma l'un des bureaux de la demeure en un espace de travail où il pouvait faire des appels vidéo et gérer les aspects stratégiques de l'entreprise sans s'absenter de la maison. Et pendant son temps libre, il était avec Michel et Sophie, apprenant à changer les couches, à préparer les biberons, à calmer les pleurs nocturnes. Laetitia, de son côté, commença à s'épanouir. Avec le soutien de Robert, elle reprit ses études, s'inscrivant à un cours de psychologie à la Sorbonne. Elle avait toujours été intéressée par l'aide aux personnes, et maintenant, avec sa propre expérience de lutte et de dépassement, elle sentait qu'elle pouvait faire une différence dans la vie d'autres femmes en difficulté. Robert tenait à être présent à chaque étape importante. Quand Laetitia eut son premier examen à l'université, il s'occupa des jumeaux seul pour la première fois, et malgré le chaos des couches sales et des biberons mal préparés, il se sentit l'homme le plus accompli du monde quand elle rentra à la maison et le trouva endormi sur le canapé avec les 2 enfants blottis dans ses bras. Ils allèrent ensemble choisir la bague de fiançailles, une magnifique émeraude
entouré de petits diamants, que Robert passa au doigt de Laetitia lors d'une cérémonie intime dans le jardin, avec seulement les jumeaux comme témoins. Il avait engagé un photographe discret pour capturer le moment, voulant que Michel et Sophie puissent voir, en grandissant, le jour où leurs parents s'étaient officiellement promis de passer leur vie ensemble. 2 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de décembre, Robert et Laetitia se marièrent. Ce ne fut pas la cérémonie grandiose que la société attendrait de l'homme d'affaires Robert Beaumont. Ce fut quelque chose de petit, d'intime, de significatif. Seulement 30 invités les plus proches, dans le jardin de la demeure, avec Michel et Sophie comme garçons et demoiselles d'honneur, portées par Martine et l'infirmière des bébés. La décoration était simple mais élégante, avec des fleurs blanches et des tissus légers qui dansaient dans la brise de l'après-midi. Robert avait insisté sur chaque détail, voulant que tout soit parfait pour Laetitia. Il y avait même un quatuor à cordes jouant ses chansons préférées. Laetitia portait une robe simple mais élégante, de couleur ivoire, ses cheveux retrouvant maintenant leur couleur blonde naturelle et tombant en douces ondulations sur ses épaules. Robert portait un costume classique, mais c'est son sourire radieux qui le faisait vraiment briller. Quand Laetitia apparut au bout de l'allée de pétales, marchant seule car elle n'avait pas de père pour l'accompagner, Robert sentit son cœur déborder. Elle était tout, elle avait toujours été tout. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, ce ne furent pas les mots traditionnels. Ce furent des promesses qu'ils avaient écrites ensemble, des promesses basées sur leurs expériences, leurs erreurs, leurs espoirs. « Je promets d'être présent », dit Robert, tenant les mains de Laetitia, sa voix claire et ferme. Dans les moments faciles et les moments difficiles, dans les victoires et les défaites, je promets que ma famille passera toujours en premier, avant le travail, avant l'argent, avant toute autre chose. Je promets d'être le père que nos enfants méritent et le mari que tu as toujours mérité d'avoir. Je promets de ne plus jamais laisser la peur dicter mes choix. Et je promets de t'aimer chaque jour, à chaque respiration, jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. Je promets d'être honnête, répondit Laetitia, des larmes de bonheur coulant sur son visage. Sur mes peurs, mes insécurités, mes besoins. Je promets de me battre à tes côtés, de ne pas fuir quand les choses deviendront difficiles. Je promets de construire cette famille avec toi jour après jour, avec amour et patience. Et je promets de ne jamais oublier à quel point nous nous sommes battus pour en arriver là. Je promets d'honorer notre histoire, avec toutes ses cicatrices et ses beautés, et d'utiliser tout ce que nous avons appris pour construire un avenir encore plus fort pour nos enfants. Quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, tous les invités applaudirent, mais pour Robert et Laetitia, le monde entier avait disparu. Il n'y avait qu'eux, leurs enfants, et l'amour qui avait enfin la permission d'exister ouvertement. Michel et Sophie, vêtus de tenues assorties de garçons, et demoiselles d'honneur applaudirent aussi, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant la joie environnante. La lune de miel fut également différente. Ils louèrent une villa en bord de mer en Corse, emmenant Michel et Sophie, l'infirmière, et Martine, qui était devenue une partie essentielle de la famille. Ce furent 2 semaines de soleil, de sable, de jeux dans l'eau avec les bébés, et de nuits tranquilles à écouter le bruit des vagues. Robert apprit à Michel à faire des châteaux de sable, tandis que Laetitia jouait avec Sophie au bord de l'eau, laissant les petites vagues mouiller les pieds de la fillette qui criait de joie. C'étaient des moments simples mais précieux, des moments que Robert n'aurait jamais imaginé avoir et qu'il chérissait maintenant plus que n'importe quelle affaire millionnaire. Un soir, alors que les bébés dormaient et que l'infirmière et Martine se reposaient dans leur chambre, Robert prépara un dîner romantique sur la terrasse de la villa. Des bougies, du vin, des fruits de mer frais qu'il avait lui-même achetés au marché local. « C'est parfait », soupira Laetitia regardant les étoiles au-dessus de la mer. « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie maintenant. »« Notre vie », corrigea Robert, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Et ce n'est que le début. » C'est là, par une nuit étoilée, que Robert et Laetitia parlèrent de l'avenir de manière plus profonde. « Je veux que tu saches, » dit Robert, allongé sur le sable à côté d'elle après le dîner, « que mes avocats ont déjà mis à jour mon testament. Michel et Sophie sont mes héritiers légaux maintenant. Tout ce que j'ai construit sera à eux un jour. » Laetitia se tourna pour le regarder. « Robert, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour que je suis revenu. Ça n'a jamais été pour l'argent. » « Je sais, »
Il lui toucha doucement le visage. « Mais je veux qu'il soit en sécurité. Je veux que tu sois en sécurité. Je ne veux plus jamais que tu connaisses le désespoir de ne pas avoir les moyens de prendre soin de nos enfants. » Elle hocha la tête, comprenant. « Et je veux que tu saches que je prévois de reprendre ma carrière. Pas maintenant, tant que les bébés sont petits, mais un jour. Je veux travailler, contribuer, avoir ma propre identité au-delà d'être ta femme et la mère de tes enfants. » Robert sourit. « Je n'en attendrai pas moins de toi, et je te soutiendrai à chaque étape. En fait, j'ai déjà parlé à quelques amis dans le domaine de la psychologie. Quand tu seras prête, des opportunités t'attendront. » Quand ils revinrent de Corse, la vie reprit une routine heureuse. Les jumeaux, maintenant âgés de 11 mois, étaient les plus forts et en meilleure santé que jamais. Michel avait surmonté ses problèmes respiratoires avec les soins appropriés, et Sophie était une petite fille joyeuse et curieuse qui tentait déjà de faire ses premiers pas. Robert devint le père qu'il n'avait jamais eu. Il lisait des histoires pour dormir tous les soirs, inventant des voix amusantes pour les personnages qui faisaient rire Michel et Sophie aux éclats. Le week-end, il emmenait la famille en promenade au jardin du Luxembourg, où ils observèrent les canards sur le bassin et faisèrent des pique-niques à l'ombre des arbres. Laetitia commença ses cours à l'université, réussissant toujours à concilier ses études avec le temps passé avec les bébés. Robert tint sa promesse d'être présent, étant souvent celui qui emmenait les jumeaux à leur rendez-vous pédiatrique ou qui les couchait le soir quand Laetitia devait réviser pour des examens importants. Les mois se transformèrent en une année. Pour le premier anniversaire de Michel et Sophie, ils organisèrent une grande fête dans le jardin de la demeure, avec des clowns, une décoration sur le thème des animaux de la ferme, et tous les amis qu'ils s'étaient faits dans cette nouvelle phase de leur vie. Ce fut une célébration non seulement de l'anniversaire des enfants, mais de tout ce que la famille avait surmonté pour en arriver là. Robert fit un discours émouvant, tenant un jumeau dans chaque bras. Il y a un an, j'étais un homme perdu, riche en argent mais pauvre en amour. Puis ces deux enfants sont entrés dans ma vie, avec la femme extraordinaire qui les a mis au monde, et tout a changé. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang ou d'ADN, bien que ces choses comptent. La famille, c'est un choix, c'est être présent, c'est un amour qui se manifeste par des actes, pas seulement par des mots. Et je vous choisis, chaque jour, pour toujours. Il y eut des applaudissements et quelques larmes parmi les invités. Béatrice Moreau, qui était devenue une amie proche de Laetitia, s'essuya discrètement les yeux. C'est à cette époque, alors que tout semblait enfin en paix, que Laetitia commença à avoir des nausées le matin. Au début, elle pensa que c'était juste la fatigue de la routine trépidante entre les études et les soins des jumeaux. Mais lorsque les nausées persistèrent pendant une semaine, accompagnées d'une sensibilité accrue à certaines odeurs, elle décida de faire un test. Elle fit le test seule, à un moment où Robert avait emmené Michel et Sophie à un rendez-vous de routine. Lorsque le résultat s'afficha, positif, Laetitia fut sous le choc. Un autre bébé. Si tôt. Michel et Sophie étaient encore si petits, ils avaient encore tellement besoin d'elle. Comment gérerait-elle 3 enfants en même temps? Comment concilierait-elle avec ses études? Pendant quelques heures, elle resta assise dans la chambre regardant ce test positif, ressentant un mélange de joie et d'appréhension. Mais quand elle entendit la voiture de Robert arriver et les rires animés des jumeaux, son cœur se remplit de certitude. Ils y arriveraient. Ensemble, ils pourraient tout accomplir. Quand elle le dit à Robert ce soir-là, après avoir couché les enfants, sa réaction dissipa toutes ses craintes. Il la prit dans ses bras et la fit tourner dans le salon, riant de pure joie. Un autre bébé, un autre miracle. « Laetitia, tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. »« Tu n'es pas inquiet ?» demanda-t-elle, tenant toujours le test à la main. « Avec 2 bébés d'1 an et un autre en route ?»« Inquiet ?» Il la reposa par terre et prit son visage entre ses mains. « Je suis aux anges. Cette fois, je serai là depuis le début. Je serai à chaque rendez-vous, chaque échographie, chaque moment. Et nous ferons ça ensemble, en famille. » Il l'embrassa profondément, puis s'agenouilla et embrassa son ventre encore plat. « Bonjour, petit ou petite, ton papa t'aime déjà très fort. » Et c'est ce qu'ils firent. La grossesse fut plus sereine cette fois, sans le stress et la peur qui avaient marqué la première.
Robert l'accompagnait à tous les rendez-vous, sa main tenant toujours la sienne lorsqu'ils entendaient les battements du cœur du bébé à l'échographie. Il prit des photos de chaque étape, documentant la croissance du ventre de Laetitia, ne voulant rien oublier de cette grossesse. Quand ils découvrirent que c'était une fille, Michel et Sophie, maintenant âgés de près de 2 ans et comprenant davantage, furent excités à l'idée d'avoir une petite sœur. Robert acheta des livres pour enfants sur le fait d'être grand frère et grande sœur et les lisait tous les soirs aux jumeaux, les préparant à l'arrivée du nouveau membre de la famille. « Hélène, » dit Laetitia un soir, caressant son ventre de 7 mois. « Je veux l'appeler Hélène. Ça signifie lumière et elle est la lumière qui complète notre famille. » Robert lui embrassa le front. « Hélène Beaumont. Parfait. Notre petite lumière. » Hélène naquit par un matin tranquille de printemps, 9 mois après le premier anniversaire des jumeaux. L'accouchement fut normal, sans complications, et quand Robert tint sa fille pour la première fois, vêtu de la blouse stérile qui lui permettait d'être en salle d'accouchement, il pleura des larmes de gratitude. Cette fois, il était présent. Cette fois, il n'avait rien manqué. Il vit le premier cri, le premier moment où elle ouvrit les yeux, la première fois qu'elle fut posée sur la poitrine de Laetitia. Chaque seconde était un cadeau qu'il ne tiendrait jamais pour acquis. « Bienvenue au monde, Hélène », murmura-t-il, touchant la minuscule main qui se referma autour de son doigt. « Papa et maman t'aiment tellement, et tes frères et sœurs sont impatients de te rencontrer. » Quand ils ramenèrent Hélène à la maison 2 jours plus tard, Michel et Sophie l'accueillirent avec curiosité et affection. Robert les avait bien préparés et il comprenait que le bébé était petit et avait besoin de soins particuliers. Sophie voulut immédiatement embrasser sa petite sœur, tandis que Michel était fasciné par ses pieds minuscules. Robert prit cette semaine de congé, complet du travail, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, pour aider Laetitia et créer un lien avec sa plus jeune fille. Il changeait les couches, donnait le bain, et aux petites heures du matin, quand Hélène se réveillait, c'était souvent lui qui allait au berceau, prenait sa fille et l'amenait à Laetitia pour l'allaiter, restant éveillé avec elle, simplement observant et s'émerveillant de la perfection de ce moment. Dans les mois qui suivirent, la demeure des Beaumont se transforma en un véritable foyer. Il y avait des jouets éparpillés dans le salon, des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs. Les nuits étaient ponctuées de pleurs de bébés et de courses pour préparer des biberons, mais à travers tout le désordre et la fatigue, il y avait de l'amour. Tellement d'amour que parfois Robert s'arrêtait en pleine journée juste pour tout absorber. Pour regarder sa femme allaiter Hélène tout en lisant une histoire à Michel et Sophie, pour sentir la plénitude d'une vie qu'il avait failli perdre. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses 3 enfants dans le jardin, Robert eut une révélation. Il regarda la maison, grande et imposante, qui ne semblait auparavant qu'un symbole de sa réussite matérielle. Maintenant, les murs contenaient des rires, les chambres abritèrent des rêves, les couloirs gardaient des souvenirs. La demeure était enfin un foyer. Laetitia termina sa première année de psychologie avec d'excellentes notes, bien qu'elle ait été enceinte pendant une bonne partie du semestre. Elle prévoyait, une fois Hélène un peu plus grande, de lancer un projet bénévole pour aider les mères célibataires en difficulté, des femmes qui traversaient ce qu'elle avait traversé. Robert avait déjà proposé de financer le projet, mais elle insistait pour commencer petit, de manière organique. 2 ans après cette nuit fatidique où Robert avait ouvert la porte, des toilettes de service et retrouvé sa famille, ils organisèrent une réunion spéciale. C'était la date qu'ils avaient commencé à appeler le jour des retrouvailles, et ils avaient décidé de la célébrer chaque année comme un rappel du chemin parcouru. Robert rassembla tout le monde dans le jardin, le même endroit où il avait demandé Laetitia en mariage. Michel et Sophie, maintenant âgés de près de 3 ans, couraient sur la pelouse en poursuivant des papillons. Hélène, âgée de 6 mois, était dans les bras de sa mère, ses yeux curieux, observant tout autour d'elle. « Je veux porter un toast ?» Robert leva son verre de jus puisque Laetitia allaitait encore. « À cette famille, à chaque moment de douleur qui nous a menés ici, à chaque larme que nous avons versée, à chaque peur que nous avons surmontée. Parce que tout cela, chaque seconde de souffrance, en valait la peine pour nous amener à ce moment. » Il regarda Laetitia, ses yeux brillants de larmes non versées. « Tu m'as sauvée, Laetitia. Tu m'as sauvée de l'homme vide que je devenais.
Tu m'as sauvé d'une vie sans signification. Et tu m'as donné non pas un, mais 3 buts. Nos enfants sont ma plus grande réussite, pas les immeubles que j'ai construits ou les affaires que j'ai conclues. Cette famille est ma véritable fortune. Laetitia essuya ses propres larmes et leva son verre de sa main libre, tout en tenant Hélène de l'autre. Et tu m'as donné un foyer, Robert? Pas seulement cette demeure, mais un endroit où j'ai ma place. Un endroit où je suis aimé. Un endroit où nos enfants peuvent grandir en sécurité et heureux. Nous avons construit cela ensemble, sur les cendres de notre passé, et c'est plus fort grâce à cela. Tu m'as montré que les secondes chances existent, que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes, et que la famille est la base de tout. Ils trinquèrent alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de couleurs qui semblaient faites spécialement pour ce moment. Michel et Sophie accoururent, voulant participer au toast avec leurs petites bouteilles de jus, et tout le monde rit. « Papa, pourquoi tu pleures avec maman ?» demanda Michel de sa voix enfantine et inquiète. Robert le prit dans ses bras et sourit. « Ce sont des larmes de joie. Mon fils, papa est si heureux qu'il ne peut pas retenir ses larmes. »« Moi aussi je suis heureuse, » déclara Sophie, et Laetitia la serra fort dans ses bras, respirant l'odeur de shampoing pour bébé dans ses cheveux. C'était une famille imparfaite, construite sur des erreurs et des secondes chances. Mais c'était la leur, et elle était réelle, et elle était exactement ce qu'elle devait être. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Robert et Laetitia restèrent sur le balcon de leur chambre, regardant les étoiles, comme ils l'avaient fait si souvent pendant leur romance, secrète des années auparavant. Mais maintenant, c'était différent. Il n'y avait plus de secret, plus de peur, plus de honte. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Plus que je n'aurais jamais osé le rêver, » répondit-elle, posant sa tête sur son épaule. « Tu sais, quand j'étais enfermée dans ces toilettes avec Michel et Sophie, je pensais que tout était perdu. Je pensais que nous n'aurions jamais notre chance. Mais regarde-nous maintenant. » Il la serra plus fort. « Ces toilettes, » dit-il d'un air pensif. « L'endroit où j'aurais pu vous perdre pour toujours s'est avéré être l'endroit où nous nous sommes retrouvés, où notre famille est vraiment née. Parfois, je pense à Valentina, » admit Laetitia. « Où elle est, ce qu'elle fait. J'ai de la pitié pour elle, en fait. Elle avait tant de choses, mais ne savait pas apprécier ce qui compte vraiment. Elle nous a rendu service, » dit Robert. « Elle a forcé la vérité à éclater. Sans elle, combien de temps serais-tu resté caché? Combien de temps aurais-je perdu avec mes enfants, complet pour la première? Fois de ma vie, je sens que je suis exactement là où je devrais être. Et je te promets, Laetitia, que j'honorerai cette seconde chance chaque jour. Je serai le meilleur père, le meilleur mari, le meilleur homme que je puisse être. Pour toi, pour nos enfants et pour moi-même. » Elle l'embrassa doucement. « Tu l'es déjà, Robert. Tu l'es déjà. » Et tandis que la ville dormait autour d'eux, la famille Beaumont reposait en paix, sachant que l'amour avait triomphé, que le pardon était possible, et que parfois les fins les plus heureuses naissent des débuts les plus douloureux, que la douleur peut se transformer en force, la peur en courage, et qu'une porte verrouillée peut devenir le seuil d'une vie entière de bonheur.